Bonjour, je suis Christophe Darfeuille, directeur de l'association Naturama et membre du réseau Courant 812, un réseau d'entrepreneurs franco-suisses qui longe les 812 km du Rhône, d'où son nom. Il existe depuis 10 ans et a pour objectif de comparer les initiatives des entreprises de chaque côté de la frontière pour la transition écologique et la biodiversité. Aujourd'hui, nous allons parler des super pouvoirs des zones humides et le rôle vital dans la lutte contre le réchauffement climatique. Pour cela, nous sommes au kilomètre 800 à la Tour du Valat en Camargue, fondée par le Suisse Luc Hoffmann. Mais pour commencer, nous avons rendez-vous près de Neuchâtel avec François Turian, directeur suisse romande de BirdLife. Centre nature BirdLife de la Sauge. Bonjour. Bonjour. Vous êtes François Turian. Exactement. Vous êtes le responsable BirdLife, on peut dire ça? Oui, exactement. Parfait. Bienvenue ici à notre siège BirdLife en Suisse romande. C'est aussi le lieu du centre nature de la Sauge. Et on est ici aux portes de la plus grande zone humide lacustre de Suisse. Vous pouvez me suivre. On y va. Donc là, on va où en fait? Alors là, on va sur la surface qui est gérée par le centre nature BirdLife. C'est quelle surface justement? C'est une surface d'à peu près 25 hectares qu'on a aménagée à la fois pour l'agriculture avec une exploitation bio et également des étangs qu'on a recréés et qui nous permettent ainsi de montrer au grand public des oiseaux, des espèces emblématiques comme par exemple le martin pêcheur. Voilà, il y a une gestion forestière aussi particulière, dire que c'est pratiquement, ici il n'y a plus de coupes d'exploitation, c'est uniquement quelques coupes qui sont réalisées en faveur de la biodiversité pour éclaircir certaines parcelles. Et puis cette mosaïque que nous avons pu créer au fil du temps, eh bien, elle est formidable à l'ensemble de la biodiversité. Exemple ici, ce canal qui a été creusé il y a 20 ans, et bien maintenant, désormais, c'est un territoire de castor qu'il exploite et il construit sa hutte tout près. Du coup, les arbres qu'on voit ici, ils meurent de leur belle mort, on ne les abat pas. Exactement, c'est une approche vraiment minimaliste de l'exploitation forestière. Et ce qui est très intéressant dans la gestion de ces marais de la rive sud du lac de Neuchâtel, c'est que tous les services de l'État coopèrent dans le but justement d'avoir une gestion beaucoup plus axée sur la biodiversité. Donc le service des forêts, le service des eaux, le service de la nature, le service de l'agriculture, tout est mis ensemble. Ah, là on voit une trace peut-être du castor? Oui. C'est l'homme, c'est le castor. Il a découpé ce qu'on appelle un crayon, ça fait une pointe avec des petites marques de dents de chaque côté. Pour ceux qui ne connaissent pas. Est-ce qu'on pourrait donner une définition d'une zone humide? Parce que moi je vois plein de choses, je vois les mares, je vois les mangroves, je vois les tourbières. C'est quoi une zone humide? Alors, une zone humide, c'est un ensemble d'écosystèmes en fait, qui sont régis principalement par l'eau et par ses fluctuations. Sur la planète, c'est évidemment des zones extrêmement précieuses. Ce sont aussi des réserves d'eau potable, on l'oublie souvent. Donc les mares, les étangs, les lacs, les grands cours d'eau, les zones alluviales, les tourbières, les marais. Aussi les mangroves, mais évidemment pas au centre du continent européen. On oublie souvent de le dire, mais finalement toutes ces zones humides, c'est un moyen de capter du carbone. C'est ce que j'ai appris tout à l'heure. Oui, alors on l'ignore souvent, mais les zones humides sont des puits de carbone absolument exceptionnels. C'est bien supérieur aux forêts. On a toujours l'impression que ce sont les forêts qui permettent de stocker le carbone, certes, mais les zones humides ont encore une influence plus grande à ce niveau-là. Donc là, il y a un réel enjeu de restauration des écosystèmes humides. Donc on a ici des mesures qui font vraiment sens, qui sont gagnant-gagnant. Donc si on restaure une zone humide, une tourbière, si on arrive à recréer des espaces de zones humides, eh bien on arrive à faire beaucoup plus pour juguler ces deux crises. En fait, on le rappelle, la captation carbone, ça permet de compenser nos activités industrielles et humaines, d'une manière générale, qui produisent trop de CO2. Exactement, et on garde ce carbone fixé au niveau du sol, au niveau de l'écosystème. Et dans la zone humide, ça va se capter où du coup? Alors ça se capte par les plantes, ça se capte aussi par les organismes aquatiques. Les algues sont des grands, ce sont des organismes fantastiques pour
pour stocker du carbone. Et voilà, ça c'est une mesure que les politiques ignorent encore trop souvent. Là, on apprend et avec aussi les enjeux liés à la Convention sur la biodiversité qui demande aux pays jusqu'en 2050 de protéger 30% de leurs écosystèmes terrestres et aquatiques, eh bien là on a typiquement une mesure qui fait un grand sens et on augmenterait ainsi le pourcentage de surface dévolue à la nature. D'accord. Et je vois que là on arrive sur l'observatoire, observatoire de la Rainette. Donc on arrive dans le superbe observatoire, très bien aménagé. Il ne manque plus que le chauffage. Voilà, là on est caché, on est dissimulé, donc ce sont des endroits assez privilégiés pour découvrir justement la faune sans la perturber, sans la déranger. Et voilà, il faut s'imaginer ce grand étang, il y a encore 25 ans en arrière, c'était un champ de maïs avec ses pesticides, ses engrais. C'est une belle victoire quand même, parce que quand on sait tout ce que ça coûte à la nature, un champ de maïs. Oui, alors un champ de maïs, c'est un petit peu, on peut dire ce qu'il y a de pire pour la biodiversité, parce que c'est très intensif, la culture demande beaucoup d'eau, elle demande beaucoup d'intrants, pesticides, engrais. C'est aux antipodes de ce qu'on voit là. Voilà, donc là, on a aussi du coup stocké du carbone et aussi on a amené une biodiversité incroyable. Alors c'est relativement facile parce que là on est tout proche de la réserve et depuis l'ouverture du centre, on a déjà observé ici 200 espèces d'oiseaux, donc la moitié des oiseaux de Suisse, on les a déjà identifiés ici. Alors ici on est sur une des réserves de ce qu'on appelle la Grande Carissait. On domine une de ces réserves, donc c'est plusieurs réserves naturelles sur 40 km de rive à peu près. Ces joncs, ces roseaux, ça contribue aussi à la captation du carbone? Oui, c'est clair, ces marais sont très précieux de ce point de vue-là aussi. Et puis là, on a tout un cortège d'espèces de la liste rouge, d'espèces menacées. Donc à l'échelle suisse et même à l'échelle de l'Europe occidentale, cet ensemble de marais est absolument fantastique. C'est vraiment un hotspot de biodiversité. Est-ce qu'il faut les recreuser? Alors oui, à certains endroits, l'association recreuse et recrée des étangs. Ce sont les milieux les plus riches. Donc la stratégie, c'est d'ouvrir par endroits le marais en décapant la surface de marais pour ensuite les laisser se recoloniser pendant plusieurs années. La végétation va se réinstaller et toute la cohorte aussi d'espèces végétales et animales qui sont liées à ces zones humides. Bien, super. Merci beaucoup François. On voit un petit peu mieux les enjeux climatiques par rapport aux zones humides en Suisse. On va avoir une suite avec la Camargue. Maintenant, c'est là où on va se rendre pour la suite de notre reportage. À bientôt François. Merci. À bientôt Christophe. Au revoir. Au revoir. Bienvenue en Camargue, entre les mouettes mélanocéphales, la tarente de Mauritanie ou encore l'ibis falcinelle. Nous sommes entourés par les rizières. On va rencontrer Jean Jalbert, le directeur de la Tour du Valat, qui va nous expliquer le savant mélange entre l'eau douce et l'eau salée. Nous serons accompagnés par les membres du réseau Courant 812. C'est parti! Ravi de vous accueillir à la Tour du Valat. Et donc je vous propose qu'on prend 2 heures pour faire un petit tour. On revient ici et en salle on aura un temps d'échange autour justement des zones humides en général, dans la vallée du Rhône en particulier. Jean Jalbert, bonjour. Vous êtes le directeur de la Tour du Valat. Quelles sont vos missions? Alors, la Tour du Valat, c'est un institut de recherche pour la conservation des zones humides de l'ensemble du bassin méditerranéen. Donc notre mission, c'est, en tant que centre de recherche, de comprendre, mais pas comprendre pour le simple fait d'accumuler de la connaissance, c'est vraiment comprendre pour aider à sauvegarder, à inverser cette tendance funeste où on voit que ces zones humides dans le monde entier, mais dans le bassin méditerranéen en particulier, sont en train de disparaître de la carte. Donc voilà, faire en sorte que cette connaissance, on la mobilise pour une gestion effective et pour alimenter des politiques publiques qui puissent vraiment inverser cette tendance. Alors justement, pourquoi elles sont en cours d'extinction, si je puis dire? Qu'est-ce qui est la cause?
Alors il y a pas mal de causes cumulées. Une première cause, je dirais, historique, c'est que notamment depuis XVIIe, XVIIIe siècle et la période hygiéniste, on a considéré que les zones humides étaient des lieux de miasmes, de maladies, et donc il y a eu une entreprise qui a duré tout au long du XVIIIe, XIXe siècle, XXe siècle, qui a eu pour vocation à rayer les zones humides de la carte. Et donc ça, c'est une première cause. Deuxième cause, c'est que en fait, ces zones humides, souvent, sont des zones très riches, avec des sols limoneux, fertiles, et donc qui sont des très bons sols agricoles. Donc dès lors qu'on les draine, on peut avoir une productivité agricole très bonne. Et troisième cause, c'est qu'avec les activités industrielles récentes, les centres commerciaux, on a les aéroports, on a besoin de grandes surfaces planes. Et quoi de plus facile à aménager qu'une zone humide? On draine, on remet un coup de cailloutis par-dessus et hop, on a un bel aéroport, une belle autoroute. Donc ça arrange tout le monde parce que personne n'en veut de la zone humide. Voilà. Personne n'en voulait à l'époque, voilà. Facile à aménager, peu coûteux. Voilà. Et donc tout ça accumulé fait que depuis des siècles, ces zones humides ont quasiment été rayées de la carte. C'est l'écosystème sur la planète qui a été le plus détruit. Et encore aujourd'hui, on estime qu'elles disparaissent. Sur les 50 dernières années, il y a environ 35% des zones humides de la planète qui ont disparu. C'est 3 fois plus vite que la forêt. On parle beaucoup et on s'alarme de la destruction de la forêt, on a raison, mais on ne s'alarme pas beaucoup de la destruction des zones humides. Et alors justement, aujourd'hui, on redécouvre finalement les services rendus par la nature et les services rendus par ces fameuses zones humides. Ouais, et c'est ça qui est assez étonnant. Après avoir passé des siècles à détruire tout ça, tout d'un coup, on se rend compte, alors qu'il en reste pas beaucoup sur la carte, que finalement, elles jouent un rôle critique pour la biodiversité, mais aussi pour l'humanité. Et notamment, alors bien sûr, ces zones humides, c'est vraiment un foyer de biodiversité incroyable. C'est une usine à produire de la vie. C'est sur nos endroits, dès que vous mettez un peu d'eau douce, éventuellement un peu d'eau salée, des sédiments, du soleil, boum, ça produit des bactéries, des algues, des poissons, des oiseaux, plein de choses, et à une profusion qui est incroyable. Souvent, lorsqu'on s'imagine un écosystème très productif, on pense plutôt à une forêt équatoriale. Et ben, un hectare de zone humide, ici un hectare de lagune en Camargue, c'est à peu près 3 fois plus de matière vivante qu'un hectare de forêt tropicale. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc ça, on le redécouvre. On le savait parce qu'en fait, tous les gens, depuis des siècles, depuis des millénaires, viennent vers les zones humides pour, justement, sont attirés parce qu'il y a beaucoup de biodiversité qui sont en temps de ressources, mais ça, on l'avait un peu ignoré. Et en revanche, ce qui est en train de changer complètement, c'est les changements climatiques qui sont en train de tout bouleverser et pour lesquels on s'aperçoit soudain qu'il y a un truc qui s'appelle zone humide et qui joue un rôle d'amortisseur climatique extraordinaire. Ce sont des tampons, voilà, une éponge. Une éponge, exactement, qui peut. On voit que ces changements climatiques, en fait, ça pousse tous les processus vers les extrêmes. Plus de sécheresse, plus longue, plus de précipitations massives. Et ça va nous poser de gros problèmes. Ces zones humides, justement, remettent un peu tout ça au centre, tamponnent tout ça, amortissent, font en sorte que les sécheresses soient tamponnées, puisque lorsque les inondations, lorsque les précipitations massives arrivent, ces zones humides sont de grosses éponges, sont en capacité à capter cette eau, réalimenter les nappes phréatiques, réalimenter les cours d'eau, désynchroniser les pics de crue, donc limiter les impacts en aval. Et puis justement, lorsqu'il y a des sécheresses qui se prolongent, toute cette eau qui a été accumulée peut petit à petit être relarguée, soutenir les débits d'étiage des rivières. Donc voilà, c'est quelque chose, et aujourd'hui où on se pose et on voit partout dans la presse l'angoisse sur le tout d'un coup, on se dit « Ah, mais l'eau est une ressource finie, qu'est-ce qui se passe ?» On le sait depuis un moment, mais on l'a ignoré. Aujourd'hui, on s'aperçoit que dans un phénomène de tension extrêmement forte sur l'eau, ces zones humides sont vraiment une aide extrêmement précieuse pour les hommes. Si on n'a plus les zones humides, qu'est-ce qui se passe? Si on n'a plus les zones humides, on va continuer de perdre beaucoup et en biodiversité, et on va continuer, on va aggraver notre cas face au changement climatique. On n'aura plus justement ces amortisseurs, cette capacité à amortir tout ça. Donc voilà, qu'on le fasse de façon altruiste ou égoïste, tout le monde a intérêt à inverser les tendances, à faire en sorte que ces zones humides regagnent du terrain. Alors Jean Jalbert, qu'est-ce qu'on peut faire à moindre échelle en créant une zone humide par exemple? Alors dès lors que vous avez une parcelle de terre, vous pouvez restaurer une mare, restaurer, recréer, pas forcément restaurer, c'est-à-dire qu'elle existe, ou créer carrément une mare. Vous pouvez creuser, amener de l'eau, pomper. Vous pouvez, alors elle peut être avec un fonctionnement naturel ou plus ou moins artificiel, peu importe, ça sera toujours un gain. On est aujourd'hui à un tel stade de dégradation de ces milieux-là que, quelle que soit la taille du milieu, quelle que soit sa valeur biologique, tout est bon à prendre, allons-y. Et donc qu'on soit particulier, qu'on soit industriel, si vous avez une friche industrielle, vous ne savez pas trop quoi en faire, plutôt que de la laisser sous des gravats ou envahie par une espèce envahissante qui aime beaucoup ces terrains un peu bouleversés, là aussi, creuser un petit peu, remodeler le terrain, amener de l'eau, ça ne coûte pas beaucoup et vous avez un résultat qui est très rapide. Ce qui est intéressant avec les zones humides, c'est que justement, ça a une dynamique très très forte. Autant une forêt, un désert, on voit que ça prend des décennies pour vraiment évoluer. Une zone humide, d'une année sur l'autre, si vous changez les conditions,
Vous pouvez très vite la dégrader, mais vous pouvez aussi très vite la restaurer. Il y a beaucoup d'animaux qui colonisent les libellules, et tous les insectes vont venir spontanément coloniser la zone humide. Alors pas tous les insectes, mais en tout cas il y a des insectes qui vont venir, il y a des plantes qui vont venir. Après on peut aider un peu la nature parfois, hein, si effectivement on est dans une zone qui est trop éloignée des sources de graines naturelles par exemple, enfin, d'espèces qui pourraient s'implanter là-dedans, on peut transloquer, prendre des plantes, les amener ou des graines, les amener. Mais bon, même sans rien faire. Il y a une réglementation avec ça. Absolument, attention à ne pas faire n'importe quoi, surtout sur des espèces protégées. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois, si on a vraiment un objectif de restauration écologique, il se peut qu'il faille aider. Mais là, effectivement, ça passe par des professionnels, les autorisations administratives. En revanche, voilà, même si vous ne faites rien, vous gagnerez toujours. Il y aura une biodiversité qui va venir et ça sera toujours mieux que ce qu'il y avait avant. Est-ce que vous êtes optimiste pour la suite ? Alors, j'ai de plus en plus de mal à être optimiste quand on voit l'état où est la planète et là où on l'amène. Néanmoins, je pense qu'effectivement, les zones humides, pour peu que cette prise de conscience se fasse, je suis persuadé que préserver, conserver, restaurer les zones humides, c'est travailler sur notre assurance vie, vraiment. Et je suis persuadé que voilà, les éléments sont là, la prise de conscience commence à être là. Et c'est simple, hein, en général, ça ne demande pas des sommes ni des surfaces considérables. Chacun à son échelle peut faire quelque chose. Donc voilà, moi je suis assez optimiste sur le fait que, je suis même très optimiste sur le fait que justement ce mouvement, cette inversion de l'image des zones humides, passer de quelque chose d'assez porteur de miasme et d'une image très, très négative à une image beaucoup plus positive et justement source d'une richesse. On l'a vu pendant le Covid, à quel point la nature peut être résiliente et tout d'un coup exploser. Ben, voilà, on a de plus en plus besoin de s'émerveiller avec ce genre de choses. Et les zones humides, c'est typiquement l'écosystème qui nous permet de nous émerveiller et qui est extrêmement dynamique et réactif. Donc ouais, il y a quand même de bonnes raisons de rester optimiste. Les super pouvoirs des zones humides, c'est leur capacité d'accueillir la vie très rapidement. Alors vous aussi, vous pouvez le faire. Il faut juste mouiller la chemise. Salut les grenouilles!